Aujourd'hui, nouvel invité, on reçoit Emmanuel Breillet, cofondateur de Harry & Co. C'est donc une start-up qui crée des produits à base de légumineuses bio en France. Harry & Co, en effet, c'est une start-up food et nous, on a une mission, vous faire manger plus sain, plus durable et donc vous faire manger plus végétal. C'est vraiment ça, c'est rendre sexy quelque chose qui ne l'était pas forcément pour qu'en fait, naturellement, les gens se disent « Ah bah, je vais dans le fast-food du futur ou peut-être qu'on fera des burgers 100% végétaux. » En fait, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on insuffle que manger végétal, c'est normal en fait. Et ça doit être en plus attrayant, ça doit être cool. Franchement, ce terme est parfait. On doit amener du cool en fait dans tout ça. C'est vraiment marrant de se dire en fait, quand tu résous quelque chose, il y a une autre problématique derrière et que c'est sans fin en fait. Nous, on dit souvent, on a un petit slogan, c'est pour sauver la planète, commence à changer ton assiette. Concept, vous faites une soirée chez vous, vous allez acheter Harry & Co, vous faites cuisiner un petit peu ça, donc comme ça vous faites découvrir à tout le monde ce que c'est qu'Harry & Co. Voilà, vous mettez le podcast Systémator en même temps et du coup vous faites non seulement connaître Harry & Co et Systémator et là la soirée, vous allez passer une très bonne soirée je pense. Vous mettez-nous 5 haricots sur Apple Podcast. Chaque lundi, Systémator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systémator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systémator, le podcast qui vous demande de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est Seb de Sovolto.fr et Wessel de wesseljoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, nouvel invité, on reçoit Emmanuel Breillet, cofondateur de Harry & Co. C'est donc une start-up qui crée des produits à base de légumineuses bio en France. Ça fait maintenant 6 ans que le projet existe. Et aujourd'hui, Harry & Co, c'est disponible d'abord dans la restauration. Vous avez commencé par là. Et puis maintenant, c'est aussi dans la grande distribution. Donc peut-être que vous en avez autour de chez vous, dans vos supermarchés. Et en fait, on avait envie de t'inviter pour en savoir un peu plus sur ton parcours et puis aussi parler des spécificités dans ton domaine, dans la food, parce qu'il y a toute une partie production qui est pas mal de choses en termes de logistique, de transport, etc. Et donc, c'est un sujet on n'aurait pas forcément pu en discuter. Donc, voilà. Salut Emmanuel. Bienvenue. Salut, merci pour l'invitation. Quel âge tu as ? Alors, j'ai 29 ans, j'ai pas encore 30 ans. Ok. C'est 2020, l'année de mes 30 ans, mais non, j'ai encore 29 ans. L'année fatidique ou... Non, ça va. Je vis très bien. Très bien. Ça va, très bien. Bon, Très bien. j'ai un an d'avance. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant tout, Wesley, qu'est-ce que les gens peuvent faire ? Eh bien, allez mettre 5 fruits et légumes sur 5 étoiles sur la plateforme de podcast de leur préférence pour aider Systémator à grandir, à se faire connaître. Vous pouvez également nous retrouver sur www.systemator.tech et converser avec nous sur Discord notamment. Et oui, on peut discuter, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, l'endroit où on discute avec vous. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, Emmanuel, Manu, pour les intimes, c'est ce que tu nous as dit en arrivant. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce projet. Comment est-ce que ça démarre, Harry & Co ? C'était du coup, je crois, en 2013. Comment ça se lance, quoi ? Donc déjà, pour rappeler un petit peu ce que c'est Harry & Co, en effet, c'est une start-up food et nous, on a une mission, vous faire manger plus sain, plus durable et donc vous faire manger plus végétal. Et pour ça, on a une solution, en fait, on vous fait redécouvrir un truc vieux comme le monde et absolument génial, les légumineuses. Je sais pas exactement si vous voyez ce que c'est un terme qui est de plus en plus connu. C'est toutes ces petites graines comme les lentilles, les pois, les haricots. Et nous, ces légumineuses, on les cuisine, on en fait des galettes, des boulettes, que ça soit en fait le vrai apport en protéines qu'il y a dans l'assiette. Tu sais, aujourd'hui, il y a de plus en plus de réduction de consommation de viande, les gens se posent des questions, et on voit émerger des solutions comme ce qu'on appelle le meat analogue, encore un anglicisme, Ouais. mais en fait, c'est la fausse viande avec des listes d'ingrédients assez longues qu'on retrouve beaucoup outre-Atlantique. On voit aussi émerger des produits type Meat Lab, encore un anglicisme. Ouais. C'est en fait la viande en laboratoire qui en fait un peu de recherche aujourd'hui. Et nous, par rapport à toute ce qui émerge aujourd'hui, on est convaincu que les légumineuses en fait sont la solution parce que c'est des produits qui sont hyper simples, qu'on cultive déjà beaucoup. Il y a peu besoin de les transformer pour pouvoir remplacer la viande. Et on est convaincu que la solution en fait, c'est ces produits-là, des produits à base de légumineuses qui remplacent la viande dans l'assiette, sans forcément imiter la viande. Ok, oui, parce que souvent, les alternatives, je crois que un de vos créneaux, c'est justement aussi travailler au niveau du goût, parce que souvent, quand on pense un peu aux alternatives, moi c'est vrai que c'est un cliché aussi que j'ai un peu, que les alternatives ont forcément pas un goût super ou c'est un peu fade et tout. Et en fait, vous, c'est quelque chose sur lequel vous combattez aussi ? Carrément, on travaille beaucoup là-dessus. Mais en fait, les légumineuses, c'est des plantes qui sont hyper intéressantes au niveau du goût.
Je pense qu'on a une image qui est un peu fausse là-dessus. Mais regardez, prenez une lentille, ce côté un peu crémeux, ce côté un peu châtaigne. Nous, on les transforme sous forme de galettes. On les grille légèrement à la poêle. Il y a cette petite odeur justement de châtaigne qui revient. On les mélange avec des petits oignons et des carottes. En fait, ça en fait un produit qui est ultra bon. Donc en fait, on est convaincu que nous, au travers de ce qu'on fait, on arrive à remettre du goût, remettre du côté vraiment attrayant au travers des légumineuses. Okay. Tu peux déjà les envoyer sur ton site web, là, je pense. C'est alléchant pour faire une première commande. C'est sur www. C'est sur harry-co.fr, ouais, tout à fait. Vous voyez toutes nos gammes de produits, tout ce qu'on fait. Donc nous, principalement, je le répète, des galettes, des boulettes à base de légumineuses qu'on retrouve au rayon surgelé des supermarchés, qu'on va bientôt, dans quelques jours, les retrouver au rayon frais des supermarchés. Et vous allez en trouver beaucoup, notamment chez Monoprix, Franprix, etc. Carrefour, bientôt Leclerc. Dans les grandes villes de France, Ouais, carrément dans les grandes villes de France, beaucoup en Île-de-France, mais ça va beaucoup arriver à Lyon aussi. On va globalement nous retrouver sur toute la France. Et on est aussi très présent en restauration collective parce que nous, on agit beaucoup aussi pour l'éducation au végétal. Nous, on est convaincus que demain, on mangera différemment. Demain, on va manger beaucoup plus végétal. C'est un enjeu aujourd'hui planétaire. C'est un gros enjeu face au réchauffement climatique. Et du coup, nous, on est vraiment un des acteurs qui participent à l'éducation, justement, notamment des enfants, d'avoir un goût plus près, en fait, du végétal. Du coup, on travaille beaucoup, notamment en restauration scolaire, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que c'est un grand sujet. À partir du moment, je trouve, où la population commence à se poser des questions sur l'alimentation de manière très, très globalisée, parce que c'est vraiment un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur, hein. Le terme vegan, par exemple, il y a quelques années, ça existait sans doute, mais on n'entendait pas vraiment parler. Mais il y a encore peut-être 5 ans, 6, 7 ans, je sais pas. Vous surfez vraiment là-dessus. Comment ça a démarré, du coup, ce projet-là? Comment c'est né cette idée? Est-ce que toi, tu consommais déjà ce genre de produit ou... Alors, moi, personnellement, je consommais pas ce genre de produit, mais par contre, on avait avec mon collègue. En fait, j'ai commencé cette histoire avec Benoît, qui est mon associé, on est toujours vraiment un serpent à deux têtes pour cette entreprise, puisqu'on collabore énormément. Enfin voilà, c'est vraiment un duo qui fonctionne très bien et qui explique aussi la réussite aujourd'hui de ce qu'on fait. On s'est rencontrés, nous, sur les bancs de l'école d'ingénieurs Isard à Lyon, donc une école d'ingénieurs à Lyon. Et c'est vrai que là, on avait nous-mêmes une sensibilité écologique assez forte. Donc, on était sensible à ça. Mais aussi sur les bancs de cette école d'ingénieurs, donc on imaginait un petit peu l'alimentation de demain. On en parlait beaucoup de l'enjeu du végétal, donc comme enjeu planétaire pour l'alimentation de demain. Et on nous parlait beaucoup aussi au niveau agronomique, donc des cultures dans le sol, de l'intérêt des légumineuses, qu'on aura aussi l'occasion d'en parler. Les légumineuses, c'est aussi des plantes qui ont plein d'intérêts agronomiques et qui fait que c'est une culture plus durable. On nous parlait de tout ça, mais c'est vrai que sorti de l'école, on allait au Resto U tous les midis. Ouais. Et ben on trouvait essentiellement de la viande, du poisson. Et des frites. Et des frites, exact. Elles sortent pas de... Ouais, non, bref. Mais du moins, en tout cas, en cœur d'assiette, ce qui faisait vraiment l'apport en protéines du repas, c'était 100% des cas, c'était de la viande ou du poisson. Et c'est là on s'est dit, mais il y a un problème. On nous parle de cet avenir qui va être plus végétal, l'intérêt des légumineuses, plein de trucs en tout cas qui nous font rêver. Mais quand on va au Resto U, on trouve essentiellement de la viande, du poisson. Et c'est là qu'en fait est venue l'idée de Harry & Co de proposer d'amener les légumineuses au cœur de l'assiette. Et scoop intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on sert tous les Restos U de France. Okay. Donc voilà, on a su en fait en quelques années, on est arrivé au bon moment, mais on a su aussi déclencher ça et faire que le végétal, au travers des légumineuses, arrive au cœur des assiettes. Ok. Bravo déjà, bravo, franchement, on peut t'applaudir. Yes. Non, mais parmi tous les invités qu'on a eu là, on est sur quelque chose qui a un impact direct sur la planète. L'impact, ouais, c'est un gros sujet chez nous, ouais, l'impact. Ouais, quand on parle d'un sujet pareil, mais ce qui est génial, c'est que vous avez finalement eu l'idée de Resto U, et puis aujourd'hui, vous êtes dans les Restos U, quoi. Ouais, grave, c'est une belle concrétisation, ouais. Vous avez vraiment, pour le coup, créé ce que vous vouliez voir dans le monde, quoi. Ouais. Exactement, ouais. Mais on est encore qu'au début de ce qu'on veut faire. Ouais. Oui, bien sûr. J'imagine. Une petite question, c'est pas un troll, hein. Est-ce que toi, t'es vegan ou végétarien? Alors, parce que vegan, c'est végétalien, hein, c'est ça? Exact. Et voilà, végétarien. Est-ce que déjà, quelles sont tes convictions vis-à-vis de ça et ton attitude vis-à-vis de ton régime alimentaire? Et ensuite, est-ce que c'est important dans vos équipes de recruter des gens qui sont de ce penchant-là? Alors globalement, c'est partagé par toute l'équipe. Nous, on a une grosse sensibilité quand même auprès du végétal, en fait, de manger plus végétal, moins de viande. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui sont chez nous
ont cette prise de conscience forcément. Nous, c'est des gens qui sont hyper engagés, qui sont chez nous. C'est des gens qui savent pourquoi ils sont là, qui ont fait une démarche parfois qui viennent de grandes boîtes et qui ont fait la démarche de venir chez Harry & Co justement pour donner plus de sens en fait à ce qu'ils font. Donc bien sûr, c'est des gens qui sont plutôt engagés dans cette démarche de réduction de la consommation de viande. Après, les gens ne sont pas obligés d'être véganes ou végétariens pour venir chez nous, bien sûr, puisque nous, en fait, au travers de ce qu'on fait, comme tu disais, on essaye d'avoir de l'impact, donc de s'adresser à la plus grande population possible. Nous, on veut pas du tout faire un produit de niche, et du coup, on essaye vraiment de s'adresser à un max de personnes, notamment au travers de la restauration et des magasins. Et donc, globalement, chez nous, c'est des gens qui correspondent à notre cible. Donc, c'est ce que je disais, ce qu'on appelle les flexitariens. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Bien sûr. Oui. Donc, personne va se dire, je suis flexitarien. C'est pas, mais en tout cas, c'est une catégorie qui correspond aux gens qui veulent limiter leur consommation de viande. Et ce qui est mon cas aussi, je consomme beaucoup moins de viande qu'au début de l'aventure. Voilà. Ouais, Mais tu fermes pas la porte, t'es pas dans un extrême de. Moi, je donnerais pas ce terme extrême parce que je respecte totalement les véganes, etc. Je trouve que c'est des démarches qui sont hyper intéressantes. Moi, c'est vrai que quand je vais chez mes grands-parents, je refuse pas la viande qu'il y a. Et voilà, c'est par tradition, on va dire. Mais à titre personnel, je consomme peu de viande, bien sûr. Mais c'est clair que c'est quelque chose d'intéressant parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, c'était tous les repas, il y avait de la viande. Et même mes parents aujourd'hui ont conscience de ça et se disent mais en fait on a tout le temps donné de la viande, on a tout le temps inculqué ça et même eux réduisent leur consommation mais c'est pas pour autant qu'ils n'en consomment plus finalement. Je pense qu'effectivement tu as raison, l'impact global il est sur cet enjeu-là des personnes qui cherchent justement en entre deux parce que enfin devenir végétarien ou vegan, moi c'est quelque chose je sais que je pense que j'aurais énormément de mal à faire le pas quoi et si l'envie n'est pas forcément là. Alors que je me rends compte que ça a quand même un enjeu là-dessus. Et du coup, vous apportez une bonne solution là-dessus. Ouais, carrément. Ouais, donc c'est cet enjeu voilà, de répondre à ce besoin-là. Et en fait, nos marchés, on le décrivait un petit peu au départ. Nous, on a commencé en restauration. Aujourd'hui, ça reste notre gros marché en fait en termes d'activité. C'est à peu près 80% de notre chiffre en 2019. Donc, c'est quand même une grosse activité. Nous, on touche que ce soit la restauration scolaire, ce qu'on appelle les cantines scolaires, la restauration d'entreprise, le Resto U. En fait, c'est une énorme partie de la population qui consomme dans ces milieux-là et qui a émergé il y a quelques années un besoin justement de plus de végétal sur ce marché-là. Mais c'est comme on touche une grande partie de la population au départ, parce que nous, je ne l'ai pas précisé, mais on ne travaille pas de soja, on travaille autre chose que le soja justement. Au départ, on s'adressait à des chefs de restauration qui ont une approche plutôt traditionnelle de l'alimentation. Et quand on leur parlait végétal, au début, ils voyaient toujours tofu, soja. Et du coup, ils tiraient un peu la gueule, quoi, globalement. Ils n'étaient pas hyper emballés. Mais nous, on arrivait, on allait les voir, on leur disait, mais non, nous, on fait des produits à base de lentilles, de pois chiches, de haricots. Et là, tout de suite, ça évoquait des choses dans leur tête. Ça évoquait, ils repensaient à des choses qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Du coup, c'était beaucoup plus facile de leur proposer nos produits. Et après, c'est la même démarche qui se passait pour le consommateur qui mangeait son produit à la cantine. Il y a beaucoup moins de réticence en fait à manger une galette de lentilles vertes parce que c'est beaucoup plus évocateur en effet que du tofu qui est beaucoup moins consommé dans nos pays. Ouais, alors c'est ça, moi je connais pas grand-chose là-dessus. En quoi le tofu, le soja peut poser entre guillemets problème ou en tout cas est moins tu disais qu'il tire un peu la gueule en pensant à ça au début lorsque tu présentais tes produits. Pourquoi en fait? Alors principalement, et c'est du coup, je décris pas le soja parce qu'il y a plein d'intérêts aussi dans le soja, mais principalement pour des raisons culturelles en fait. Ça, c'est vraiment la première chose importante, c'est que traditionnellement, on ne cultivait pas de soja dans les pays européens, ou peu de soja, et du coup, on n'a pas l'habitude d'en consommer. Il y a plein de plats traditionnels en France avec des lentilles, par exemple, le petit salé aux lentilles, il y a le cassoulet avec le haricot, enfin voilà, il y a plein de choses sur les autres légumineuses. Le soja, on a eu beaucoup moins l'habitude d'en consommer. Après, il y a d'autres choses quand même sur le soja où je suis moins expert et je préfère que les gens se renseignent sur Internet directement en termes de perturbateurs endocriniens, etc. Moi, je pense quand même le principal frein, c'est l'aspect culturel. Et en plus, il se trouve qu'il y a d'autres choses qui ont autant d'intérêt que le soja d'un point de vue nutritionnel et encore peut-être plus au niveau environnemental, qui sont les légumineuses. Donc, et en plus, au niveau du goût, c'est bon les lentilles. Exactement, ouais. Bien préparé, c'est bon. Comment est né le premier produit Harry & Co? C'est j'imagine pas mal de recherches. Alors nous, tests. déjà on fait tous nos tests en interne. Donc en fait, nous, il y a plein de métiers chez nous. Je le disais, on a une équipe de 18 personnes hyper engagées et on retrouve plein de métiers de l'agro-agricole. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est partie intégrante de notre activité.
Ok. s'approvisionner auprès des agriculteurs français. Le développement produit qui est le cœur du réacteur. Avec Benoît, on est tous les deux ingénieurs agro. Et notre premier métier, c'est de savoir développer des produits. Donc toi, t'as cette formation-là qui t'a permis de démarrer C'est ça, ouais. là-dessus. Parce que Carrément. finalement, c'est le premier sujet, j'imagine, quand vous êtes lancé, c'était celui-là. Ouais, tout à fait, ouais. Ah bah, carrément, ouais. C'est carrément le premier sujet. Et ensuite, on a tous les métiers, donc de la partie marketing jusqu'au commerce. Donc, on fait vraiment toute la chaîne de valeur, en fait, chez Arienco. L'origine est un petit peu différente. L'origine, en fait, quand on était étudiant avec Benoît, on était encore étudiant quand ça a commencé, quand on a développé le premier produit qui est une galette de lentilles vertes. On a participé en fait à un concours d'innovation qui est à destination en fait des étudiants de la filière agro, où on devait développer un produit d'avenir en fait. Donc, on était avec une équipe de notre école et on a développé cette galette de lentilles vertes. Voilà. Donc ça a été vraiment le début, c'était ce développement en tant qu'étudiant pour un concours. Ok. Et puis après. C'est genre de concours un peu type hackathon sur genre une sorte de salon ou... Non, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long. C'est pas un hackathon. Ok. Ouais. D'accord. C'était combien de temps à peu près? On a travaillé dessus pendant 1 an à peu près, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, Ouais, d'accord. Donc c'est pas du tout le même genre de non. projet très rush ou... Parce que des fois, il y a des boîtes qui naissent sur ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je pose la question. C'est intéressant d'ailleurs cette dynamique du hackathon. Ouais. En termes de créativité. Si ça va trop vite, t'as pas le temps de faire cuire les lentilles, ça peut... c'est pas top. Bah, après 1 an, ça risque d'être un peu cuit, quoi. Très bonne remarque, parce qu'un problème des légumineuses, c'est une cuisson longue. C'est long. Ah ouais? C'est vraiment long, c'est 1 heure, non? Les lentilles, c'est moins long, mais les pois chiches, les haricots, il faut les pré-tremper 12 heures et les cuire à peu près 2 heures. Ouais. Mais ça, du coup, vous êtes sur un bon créneau parce que vous mâchez le travail, sans jeu de mots. C'est bien, quoi. Vous prenez ce créneau de choses qui sont longues à préparer. C'est un peu comme quand on voit certains fruits qui sont prédécoupés, comme l'ananas. Je sais pas si écologiquement c'est le mieux parce que c'est emballé, etc. Mais en tout cas, ça répond à cette problématique du temps de préparation. Carrément, ouais. Un des problèmes des légumineuses, en fait, aujourd'hui, pour l'amener plus dans l'alimentation, c'est qu'en effet, c'est long à préparer. Il y a plein de gens qui sont prêts à prendre le temps, mais pas tout le monde, en fait. Et c'est vrai que si on veut avoir de l'impact, encore une fois, si on veut amener des changements d'alimentation à un maximum de personnes pour que ça ait plus d'impact pour la planète et pour la santé des gens, c'est intéressant de faciliter quand même l'accès aux légumineuses. C'est ce qu'on fait. Ouais. Que ce soit facile à préparer, et rapide, quoi. Harry & Co, ça vient d'où? Il y a un jeu de mots avec haricot? T'as tout compris, Putain. Ouais. Yeah, il est trop fort. je vais lancer une boîte sur l'étymologie des noms d'entreprises. Non, c'est intéressant. Ouais, Harry & Co, on voulait un nom qui évoque les légumineuses parce que c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait, tu vois, les légumineuses. Et le haricot, c'est une légumineuse. Vous l'utilisez du coup ou pas? Bien sûr, haricot rouge, beaucoup, ouais. Ok. Et aussi, ça fait haricot et compagnie, en fait. Donc, ça évoque ça fait, vraiment la famille légumineuse, tu vois. Harry & Co, c'est rassembleur. C'est bien trouvé, ouais. Parce que je me suis dit, il s'appelle Manu, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est pas Harry Potter. C'est quoi les 3-4 étapes clés du projet? Genre, là, du coup, donc le concours a lieu. Vous bossez que tous les deux à ce moment-là avec ton associé? Ouais, là, on était avec un groupe d'étudiants à l'époque, vraiment pour le concours. Et dès que le concours a été terminé, on a décidé de monter la boîte. C'est quand même un autre projet, monter la boîte. Oui, c'est clair. On est en sort du travail étudiant. Et donc, ouais, là, pendant les études, du coup, toujours ou... Non, là, c'est les études finies. Ça arrive avec la fin le concours. On monte l'entreprise. Et voilà, ça, c'est la première étape, on va dire. Ok. Et du coup, dans le groupe, il n'y a plus que vous deux. Exactement. Ok. Alors, ouais, raconte-nous comment ça se passe, quoi. C'est la question ultime. Ouais, alors il y a pas mal d'étapes, en fait. Nous, en fait, on va avoir une grosse étape au départ de développement. C'est ce que tu évoquais. Donc, développer des produits. Et pour ça, on a vraiment fait quelque chose d'itératif. C'est-à-dire, on a testé, on est revenu en labo, on a retesté. Et dès le début, on s'est dit, il y a un créneau à prendre sur la restauration. C'est à peu près ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est tout l'intérêt de la restauration, que va émerger en restauration un besoin végétal et qui sera pas bien adressé par ce qui existe aujourd'hui. Voilà, c'est la base un peu d'un développement produit, on va dire. Et du coup, là, on a travaillé on travaillait à l'époque, on était dans un incubateur à Lyon. On avait accès à une petite cuisine plus, on va dire. Ouais. On pouvait faire des batchs de 30 kilos de galettes de lentilles. Voilà. On mettait une journée pour faire ça. Donc, on faisait les produits. On avait élaboré une recette. On faisait les produits. On allait livrer un restaurant scolaire, par exemple, du coin. On restait sur place. On regardait comment réagissaient les chefs quand ils préparaient les produits et les enfants quand ils goûtaient les produits. Et après, on revenait en labo, on retravaillait le produit. Ok. Donc ça a été quand même une grosse étape qui était assez longue. Une deuxième étape, c'était le financement. Ouais, bah oui.
parce qu'on est quand même sur un projet industriel. Nous, voilà, il y a quand même des étapes à franchir et des investissements à réaliser pour pouvoir produire à grande échelle. Donc là, on a fait à l'époque la tournée des concours, des appels à projets, des subventions du coup. Et en fait, on est arrivé à se faire repérer par notamment la BPI, la banque publique, et qui a financé l'amorçage du projet, vraiment, qui a pu en fait démarrer le projet. Ça, c'était une belle réussite quand même qu'on a pu obtenir au départ. J'imagine que c'est assez compliqué parce que du coup, en gros, la BPI, donc vous faites un dossier, vous candidatez, et puis vous faites participer un petit peu partout. En fait, vous essayez de rassembler un peu peut-être des morceaux carrément, de gains ici, de gains par là, et pour se financer au départ, quoi. Ouais, c'est ça. Donc nous, on a fait le grand chelem, quoi. Tu vois, on a fait la tournée de tout ce qu'il y avait. Okay. Et ça a pas mal marché. Il se trouve que ça, c'était en 2015. Okay. Et l'écosystème startup était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Donc, il y avait moins de choses à aller chercher, mais aussi il y avait beaucoup moins de concurrence en fait. Et en plus, nous, on est arrivé au début de l'émergence de la tendance végétale, alimentation végétale. Et du coup, très rapidement, on était un acteur qui a été repéré par ces organismes-là. Et du coup, on a pu faire un peu effet boule de neige, ce qui a permis le financement. Ok. Et c'est quoi les critères tu disais là, bon, on testait les produits en cuisine, on itérait. C'est quoi les critères pour décider que tel truc, enfin c'est hyper subjectif. C'est quoi? C'est le goût, c'est la quantité, c'est comment quand tu fais tes tests, comment t'estimes si le produit est bon ou pas, si il est entre guillemets parfait là au moment où tu l'as fait ou s'il faut changer des choses. C'est assez compliqué, quoi. Ouais, il y a différentes étapes en fait. Il y a des analyses, sans ce qu'on appelle l'analyse sensorielle. Je sais pas si vous êtes familier avec ce mot, c'est des dégustations, quoi. Ouais. Qu'on fait en interne. On a un petit groupe en interne parmi l'équipe qui goûtons les produits et qui remplissons des grilles du coup en fonction de ce qu'on goûte. Et du coup, on va décider qu'on va s'intéresser à la texture, au goût, à différentes choses. Et ensuite, une fois que le produit est validé à ce niveau-là, on fait des tests à plus grande échelle. Donc, ça peut être au sein d'une cantine scolaire, par exemple, ou d'un restaurant d'entreprise. On va faire remplir des questionnaires à plein de gens. Ça peut être un rendez-vous consommateur, donc ce qu'on appelle un focus group. On va prendre différents consos, on va leur faire goûter. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est vraiment pour l'aspect conso. Après, c'est aussi important l'aspect chef, en fait, le chef de cuisine. Là, je parle d'un produit plutôt adapté pour la restauration. Ouais. On va systématiquement le faire essayer par des chefs de cantine ou chefs de restaurant d'entreprise qu'on connaît, avec qui on a l'habitude de travailler, qui va mettre en œuvre le produit, qui va nous dire s'il convient, si ça lui plaît. Ok. D'accord. Mais du coup, toutes ces étapes-là, j'imagine que vous les apprenez un peu en chemin. Comment vous faites du coup? Vous allez interroger pas mal de personnes dans la restauration, vous trouvez des contacts. Après, c'est du bon sens en fait. Moi, je pense quand même toute l'aventure, c'est quand même du bon sens. Ouais. Nous, on a rapidement noué des très bonnes relations en fait avec des chefs de cantine au départ, parce que c'est les premiers qu'on allait voir. C'est des gens qu'on a embarqués dans l'aventure un petit peu. Ça leur a plu, du coup, ils ont voulu nous donner un coup de main. Et c'est des gens qui continuent aujourd'hui en fait à nous suivre. Le responsable de la cuisine centrale de Villeurbanne, c'est un gars qui est hyper engagé sur le côté végétal, le côté durable. Et en fait, il nous accompagne vachement quoi dans l'aventure. Donc c'est cool. Trop bien. Et alors, du coup, en termes de développement par la suite, j'imagine que si tu veux aller dans la grande distribution, c'est quand même toute autre logistique. Je me rappelle quand on s'est rencontrés, tu m'expliquais que il y avait vraiment un enjeu sur trouver des gens pour produire la matière pour créer vos produits. Et du coup, il y a toute cette question de confiance un peu avec qui on travaille. Est-ce que la boîte est solide, etc. Comment vous faites la transition par rapport à ça? Alors nous, en fait, en effet, on a commencé par la restauration. Donc ça a été les premières années, en fait, où au début, on allait voir les chefs de cantine, on allait voir aussi les distributeurs qui sont les gens qui livrent les cantines. Sur Lyon, essentiellement ou Ouais, d'abord, on est vraiment allé sur Lyon et puis très vite, région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Maintenant, on est sur toute France, largement. Et en fait, assez rapidement, ça a pris. Et du coup, on a servi toute France en restauration, en faisant monter du coup l'industrie en parallèle. C'est un peu ta question et j'y reviendrai après. Et voilà. Et puis, on va dire en 2018, on s'est dit, voilà, on a franchi pas mal d'étapes en restauration. On avait commencé à avoir des petites gammes en magasin bio, mais c'était encore petit. On s'est dit, on est prêt à franchir une deuxième étape qui est la grande distribution, pour cette fois toucher vraiment le grand public et que nos amis puissent consommer nos produits. Enfin, voilà, que ça soit vraiment à plus grande échelle. Et en effet, c'était une étape
assez différente. C'était une étape aussi hyper intéressante parce qu'on est encore plus proche du consommateur. Mais voilà, il a vraiment fallu cette première étape en restauration. On a monté l'outil pour ensuite avoir un outil de production qui soit assez solide pour pouvoir prétendre pouvoir aller en grande distribution. Du coup, c'était quelle année la grande distribution? C'est 2018, on va dire. Ok, donc Fin 2018. Il y a eu d'abord, on a été un peu chez Franprix, mais vraiment, le grande échelle, ça a été fin 2018. Ok. Ça fait quoi de voir ces produits en magasin, du coup? Ça doit être un moment assez fort quand même. Ouais, c'est cool, ouais. C'est cool. C'est marquant, bien sûr. Quand tu vois tout un rayon avec 4 références à toi, c'est sympa, ouais. Yes. En plus, j'ai vu aussi sur le site, on voit un petit peu toutes les différentes gammes de produits. Et avec la nouvelle notation, avec les lettres, vous êtes tous sur des produits A. C'est quelque chose aussi qui est sur lequel... Ouais, carrément. Parce qu'il y a plein de normes, en fait, du coup, dans ce monde-là aussi. Je pense que c'est une vraie galère aussi au début, quand tu démarres dans le truc. Connaître toutes les normes et faire tout bien, c'est... Ouais, alors ça, on était quand même formés là-dessus. Ouais, vous avez été accompagné et formé. Mais sur le produit, c'est vrai que c'est bien que tu reviennes là-dessus. On a peu parlé vraiment de nos engagements sur les produits, parce qu'en fait, on a vachement d'engagements chez Harry & Co. L'idée avec Benoît, quand on a commencé, nous, on était prédestinés à travailler dans l'industrie agroalimentaire ou dans l'agriculture. Et du coup, on voulait, nous, pourquoi on a monté une boîte, c'est qu'on voulait insuffler un vent nouveau, en fait, faire différemment et faire plus durable, mieux, meilleur pour la santé, etc. Et du coup, dans tous nos développements produits, c'est ce que tu as vu sur notre site, on essaye de pas faire de concessions. Du coup, on est 100% bio sur toutes nos recettes, 100% végétal, bien sûr. Il n'y a aucun additif dans les produits. On essaye d'avoir des listes d'ingrédients hyper courtes pour que le consommateur s'y retrouve. Et au niveau nutritionnel, on est à 100 sur 100 sur Yuka, sur toute la gamme aujourd'hui. Donc, on est vraiment... Moi, j'ai jamais eu 20 sur 20, poser la question. Ouais. Là, on est des très bons élèves Yuka, tu vois. On est en effet, je sais pas si les gens sont familiers avec le Nutri-Score, mais ça arrive de plus en plus en magasin. C'est en effet cette petite notation qui va de A à D et qui note les qualités nutritionnelles du produit. Et du coup, nous, on a une exigence quand on développe le produit, c'est qu'on soit systématiquement A pour que le consommateur s'y retrouve aussi au niveau nutritionnel. Et enfin, on est made in France, dans le sens où on produit en France, bien sûr, dans un outil de production qui est dans la Drôme. Mais aussi, je l'évoquais un peu tout à l'heure, on va vachement plus loin sur le made in France, puisque toutes les légumineuses qu'on utilise sont originaires de France. Et pour ça, on a un vrai travail. On travaille main dans la main avec des agriculteurs en France pour justement être un acteur vraiment de la filière légumineuse française. Ok. Donc un grand jeu aussi de ce côté-là, quoi. Ouais, carrément. Waouh. Wow. Super. Mais du coup, en plus, ça crée vraiment une confiance, j'imagine, dans la marque, parce que tu sais que tu achètes un produit de votre gamme, peu importe le type de produit, puisque vous avez les soupes aussi, j'ai vu. Ouais, tout à fait. Enfin, voilà, c'est tout le temps à peu près sur ces mêmes engagements-là, donc on sait qu'il y a une certaine confiance aussi là-dedans, quoi. Ouais, carrément. Bah, ça fait vraiment partie de notre ADN, en fait. C'est la transparence et la confiance que doit avoir le consommateur. Je sais pas si vous ressentez ça, mais il y a quand même, depuis quelques années, et parfois à juste titre, une baisse de confiance du consommateur par rapport à l'agroalimentaire. Ouais, parce clairement. que voilà, avec des émissions qui sont arrivées, des choses comme ça, à tort ou à raison, mais quand même assez souvent à raison, on s'est rendu compte qu'en fait, on comprenait pas bien ce qu'il y avait dans les produits qu'on consommait. Ouais, c'est super compliqué. Un doute là-dessus. Et du coup, nous, vraiment, on a un enjeu, c'est que le consommateur retrouve notre confiance en Harry & Co, en fait. Parce que Harry & Co, comme tu dis, c'est un gage de qualité nutritionnelle. On sait d'où viennent les ingrédients qui composent les produits. La transparence, c'est clé. On l'a vu dans les valeurs du site. Carrément, ouais. Ok. J'aimerais qu'on revienne un peu sur, du coup, toi, en tant que cofondateur. Toi, ton rôle aujourd'hui dans la boîte, c'est quoi? C'est quoi ta journée type en général, s'il y a une journée type? Bah déjà, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de journées type. Ouais. Ça, c'est ce qui fait que aussi entreprendre, c'est sympa. C'est qu'on voit beaucoup de choses. Donc nous, avec Benoît, longtemps, en fait, ce qui est assez atypique dans un duo d'entrepreneurs, on venait de la même formation et du coup, on était sur les mêmes sujets, mais on avait des tâches différentes sur les sujets. Donc, ce qui nous a permis pendant pas mal d'années d'avoir vraiment une vision à 360 et de voir beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça s'est un peu réparti quand même entre nous, davantage, pour simplifier, parce qu'il y a quand même des nuances. Benoît s'occupe plutôt de l'amont. Donc, c'est lui qui a tout ce travail auprès des filières agricoles pour fédérer la filière et qu'on ait assez de légumineuses et que la filière de légumineuses française se développe. Enjeu énorme chez Harry & Co. Et c'est lui qui est en charge aussi de toute la partie industrielle. Donc, on produise assez de galettes et de boulettes pour pouvoir servir tous nos marchés. Voilà, pas mal d'enjeux là-dessus. Et puis, avec la partie industrielle, il y a toute la partie qualité, RSE, etc. qui vont avec.
Et moi, je fais plutôt l'aval. Alors, à chaque fois, on s'appuie sur des personnes qui sont super. Hein, on fait pas ça nous-mêmes. Oui. Donc moi, je vois plutôt la partie aval, donc la partie marketing, commercial surtout sur les nouveaux marchés, et après toute la partie financière. Ok. Voilà en gros comment on se sépare les tâches. D'accord. Et après, vous avez toutes vos équipes Ouais. qui vous aident et qui est là un peu en renfort aussi C'est ça, on pour fait. développer tout ça, quoi. Alors on fait du pilotage quand même pas mal, Ouais. mais on est beaucoup les mains dans le cambouis. Hein. On n'a pas encore une c'est taille clair. de structure qui fait qu'on est décagé de l'opérationnel. C'est clair. Ok. Et est-ce qu'il y a eu des... Donc, du coup, là, c'est trop bien. Tu nous racontes un peu toute l'histoire, les étapes clés. J'imagine qu'il y a eu quand même, comme toute aventure entrepreneuriale, des moments un peu de flottement, des moments où c'était difficile, des moments de doute sans doute aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors en fait, on a eu peu de moments de doute, voire Ouais. honnêtement, j'ai pas le souvenir de gros moments de doute avec Benoît. C'est vrai? Ce qui est cool, on est Super. plutôt optimiste, je pense. C'est rare, hein, parce que c'est vrai Ouais, je que crois que c'est rare, ouais. surtout sur des milieux où il y a quand même pas mal d'éléments techniques. Après, bon, vous êtes ingénieur, donc du coup, je pense que ça vous permet aussi d'être vraiment au taquet sur ces sujets-là. Ingénieur en légumineuse. C'est ça, c'est stylé, hein. Ça peut être sa grand-mère. Faut mettre sur LinkedIn, quoi. On va mettre ça, tiens, c'est pas mal. Ouais, c'est une idée. Ouais. Donc, J'en vois, hein, tu gardes ce que tu veux. donc, ouais, pas vraiment de moment de flottement, du coup. Alors en fait, on a toujours cru en ce qu'on faisait. Ouais. On était convaincus par ce qu'on faisait. Aussi, on est sur une vague. La vague du végétal, c'est quand même pas une micro-tendance, quoi. Quand on a commencé, c'est là où ça a explosé. On est arrivé au bon moment parce que franchement, on aurait commencé 2 ans après. Les gros acteurs se seraient trop imposés pour qu'on ait de l'espace. Ou trop avant. Vraiment, pour le coup, vous avez surfé sur la vague pile au bon moment. Exactement. Ouais. Ça arrive effectivement que des boîtes. Comme au surf, hein, pour le coup. Vraiment prendre la vague exactement dans le bon timing. Donc là-dessus, on a toujours été sur des trends qui sont hyper favorables en fait. Donc ça a été bien. Après, en effet, il y a eu des moments compliqués. Dans les étapes de mise en place, il y en a une que je n'ai pas évoquée. C'est l'étape de transfert industriel. Ce qu'on appelle le transfert industriel, c'est quand on passe du laboratoire, on fait de la cuisine en fait, on fait nos recettes, à l'échelle industrielle. Ouais. Donc ça, nous, on a une configuration assez atypique parce qu'on travaille, c'est nos propres lignes de production qu'on a installées chez un industriel de la Drôme. Donc c'est assez atypique puisqu'on maîtrise la production, mais on n'est pas possesseur des murs. Et en fait, c'est une configuration qui est hyper intéressante. On travaille du coup avec cet industriel et voilà, on a pu synergiser en fait plein de choses. Par contre, on a été 100% autonome sur le transfert industriel. Et ça, c'est des gros enjeux. Nous, on a fait nos premières productions, on commençait à 8h, on finissait à 2h du mat, dans le froid. Enfin voilà, c'était quand même, c'est des gros enjeux de transfert industriel qu'on a pu réussir. Il y a toujours parfois des choses à rechanger, à améliorer et tout pour que ça soit plus fluide. Mais voilà, en regardant en arrière, on se dit que ça a bien marché quand même. Ouais, c'est clair. Puis c'est un super enjeu aussi parce que il suffit qu'il y ait le moindre pépin pour que ça fasse beaucoup de tort. Il y a des marques comme ça. Moi, je pense, tu vois, par exemple, des Findus ou des trucs comme ça. Il y a eu un scandale une fois. Laisse tomber, quoi. Aujourd'hui, Findus égale cheval presque, tu vois. A priori, à Rionco, on ne devrait pas retrouver de la viande de cheval dans le A priori, un scandale. Il y a moins de risques, ouais. Et alors du coup, la question qu'on peut se poser, du coup, j'imagine, du coup, vous avez un rythme assez dense depuis toutes ces années. Est-ce que c'est compliqué de tenir ce rythme-là en tant que cofondateur là-dessus, ou est-ce que justement, tu arrives à quand même bien équilibrer, d'avoir journée de travail, temps personnel, est-ce que tu arrives un peu à avoir l'équilibre aujourd'hui là-dessus? En fait, on a une caractéristique avec Benoît et on le partage avec nos équipes, notamment nos 2 head-off, Clémentine au marketing et Sylvain au commerce, c'est qu'on est assez détendu globalement. Ok. Et en fait, je sais pas d'ailleurs d'où ça nous vient, mais voilà, on est assez détendu et on sait prendre les sujets à bras le corps, mais on sait aussi prendre du recul, etc. Et du coup, on a en effet un rythme élevé quand même globalement, et puis toutes nos équipes nous rejoignent dans ce rythme-là. Mais on arrive à se dégager du temps. Moi, je travaille pas les week-ends. Ouais. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tiennent plusieurs années en travaillant tous les jours. Moi, c'est rare. Enfin, ça m'arrive quand même. Hein. Je vais pas dire le contraire, mais voilà, c'est assez rare quand je travaille le week-end. Je fais pas mal de sport la semaine. Enfin, voilà, j'arrive quand même à avoir une vie équilibrée. C'est ce qu'on partage globalement dans l'entreprise. Ok. Donc, il y a une philosophie au-delà
Ouais, carrément. Au-delà de la ligne de produits, de façon de vivre, quoi. Exact. Comment tu gères un peu cet aspect productif et productivité en interne, surtout à partir du moment où tu recrutes? Parce qu'on parle beaucoup de productivité, on va dire, en tant que soi-même, en tant qu'entrepreneur et d'avoir un rythme. Ça, je pense, c'est de plus en plus facile quand tu as une équipe parce que finalement, tu n'as pas trop le choix. Mais après, comment tu inculques ça un petit peu est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu réfléchis souvent? Ouais, on réfléchit pas mal à ce sujet en fait. Bon, il y a beaucoup en plus de blogs, de podcasts, de littérature là-dessus. Mhm. Donc, je pense qu'on est dans une période qui est propice à optimiser quand même sa productivité. Bon, ce qui est aussi intéressant, nous, globalement, on fait plus de doublé de chiffre d'affaires tous les ans là depuis le début de la boîte. Donc, ça fait qu'on est en constant changement en fait. Ouais. Il y a toujours plus d'activités, il y a plus de monde, il y a plus de sujets. Tout change très vite. Et du coup, nous, quand même, on arrive à bien sortir la tête de l'eau pour faire bien évoluer tout au même niveau et que tout puisse bien grandir en fait. Donc ça demande de l'optimisation dans pas mal de choses en fait. D'optimiser les relations, d'optimiser les réunions, de changer de configuration assez souvent. Ouais. En fait, en gros, tu dois souvent tout recasser et recommencer à partir du moment où tu grossis et tu changes de C'est taille. pas vraiment Quoi. tout recasser, mais c'est affiner en fait. C'est affiner tout le temps les trucs. Ok. Alors, je dis ça, tout n'est pas parfait dans ce qu'on fait. Ouais, hein, c'est évident. Ce serait pas drôle. Loin de là. Mais je pense que ça ferait rire un peu les équipes que je raconte ça. Mais... Mais tu peux nous donner quelques exemples? Ça prendrait quelle forme, par exemple? Par exemple, vous devez connaître ce bouquin, La 25e heure. Je sais pas si vous connaissez. J'ai entendu Ça me parler. dit quelque chose, ouais. Je l'ai pas lu. C'est un bouquin hyper opérationnel pour le coup. Comment optimiser en fait, optimiser son travail. Ouais. Avec des tips hyper simples. Tu connais le nom de l'auteur ou pas, non? Et ouais, faudra le taper dans Alors, Google. je Je l'ai pas en tête. Il y a 3 auteurs, je crois. C'est français, non? C'est français, ouais. C'est un livre assez simple en fait. C'est ça qui est bien. C'est que c'est pas l'américaine avec des grandes théories un peu. Ouais. C'est assez simple, assez opérationnel. Comment optimiser, déléguer, accélérer. Enfin, en gros, c'est ces étapes-là. Et ça, par exemple, on en avait acheté plusieurs et puis on les avait fait tourner en fait dans la boîte. Parce que je pense qu'il y a c'est des bonnes pratiques qui sont assez simples. C'est juste une petite prise de conscience sur certaines choses qui peuvent te faire gagner pas mal de temps. Ouais. Guillaume Declercq, Baodine et Jérôme Dumont. Voilà. Apparemment, 2018. Ok. Les secrets de productivité de 300 start-upers qui cartonnent. Bah voilà, Seb, on a une idée de sujet pour un prochain épisode. Exactement. Le bouquin, ouais, du coup, vous en avez plein. Ouais, carrément. Dès que quelqu'un a recruté, tu lui donnes. Non, on va hein. pas jusqu'à là. Première mission. C'est quoi, par exemple, les quelques conseils que spontanément, qui te reviennent en tête de ce bouquin ou que toi t'appliques? Je pense que vous l'appliquez aussi, mais c'est en fait de ne pas être dérangé constamment. Aujourd'hui, avec le smartphone, on est constamment dérangé par des bips, notifications, etc., par des notifs. Et c'est la boîte mail pro, pas de notifs. J'ai pas de notifs sur la boîte mail pro. Et du coup, j'ai des moments dans la journée, en fait, je traite mes mails pro. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, je pense, c'est quand même un tip hyper important et qui te permet du coup d'être beaucoup plus focus à des moments où tu travailles sur des tâches. Et voilà, en fait, tu maîtrises mieux en fait l'emploi du temps de ta journée. Quoi. Et c'est des choses que du coup tu partages aussi avec le reste de ton équipe. Ouais, on l'a partagé. Il faudrait peut-être qu'on en reparle. Ouais. Mais je trouve qu'ils sont assez productifs. Hein, ok. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que il y a toujours un peu quand on est dans le monde un peu entrepreneuriat, start-up et tout ça, on s'intéresse énormément, je trouve, à ces sujets parce que c'est des gros sujets de fond, surtout aussi dans les débuts pour rester motivé, commencer à continuer à construire et garder le rythme. Mais après, c'est vrai que quand tu recrutes, les gens sont pas forcément ont pas forcément les mêmes références ou donc du coup c'est une question que moi je me pose aussi en tant qu'entrepreneur, c'est comment je transfère un peu ce genre de connaissances que j'ai sans être en même temps trop rigide, tu vois, et imposer quoi que ce soit, mais de faire réfléchir à ces questions-là quand même, quoi. Carrément. Comment tu vois un peu toi l'évolution de ta carrière? Est-ce que tu vois encore développer cette boîte à un bon moment? Est-ce que tu as d'autres idées en tête pour plus tard ou est-ce que pour le moment tu es vraiment ultra concentré sur Harry & Co? Ouais, aujourd'hui je suis vraiment concentré sur Enco et ouais. c'est ma vie donc okay. Voilà, on verra de quoi sera fait l'avenir. Ok. Effectivement, c'est quoi toi ta grande vision par rapport au monde? Au monde de demain, il y en a qui disent qu'en 2050 ou en 2100, c'est fini, il n'y a plus d'humanité, qu'on est vraiment sur la pente glissante et que même en faisant des efforts, certains disent que c'est trop tard. Chacun fait à son échelle, quoi, et chacun nettoie son petit bout de plage, au sens figuré comme au sens propre. Et toi, je vois que avec Harry & Co, vous le faites très bien déjà.
mais à plus grande échelle, quelle tendance tu vois? Est-ce que tu penses que ça peut, alors j'oriente dans ma question, hein, je me rends compte, pas faire comme les journalistes, mais est-ce que tu penses que justement le fait que de plus en plus d'entreprises deviennent responsables, on le voit même dans les pubs, moi il y a des pubs vraiment, je vois la télévision parce que voilà, ma mère regarde la télévision et que je suis chez elle, du coup pour l'instant, je tombe sur des pubs et il y a des pubs moi de plus en plus que je trouve vraiment saisissantes par leur engagement. En tout cas, après ça reste une pub, hein, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais de plus en plus on voit des grandes enseignes aussi dire ok, nous on s'engage par rapport à ça parce qu'on a telle valeur et si on le fait pas maintenant, ce sera vraiment trop tard après. C'était pas vraiment une question. Ouais, mais là tu évoques cette tendance qui a émergé il y a 1 an et demi, on va dire, à peu près, hein, qui est la collapsologie, que vous connaissez peut-être. Donc du verbe collapse, qui est l'étude en fait systémique de la c'est la théorie de l'effondrement. Ouais, la possibilité d'un effondrement, et qui est pour le coup une théorie qui est assez rationnelle, parce qu'on a eu des théories comme ça par le passé qui étaient plutôt mystiques. Là, c'est une théorie qui est plutôt rationnelle, qui s'appuie sur les études du GIEC, donc qui étudie le réchauffement climatique, qui s'appuie sur le rapport de scientifiques sur l'effondrement des écosystèmes, et ça appliqué à un monde qui est ultra complexifié aujourd'hui par des relations très complexes en fait qui conduisent à notre société aujourd'hui, qui fait qu'il y a un warning, qu'il y a une probabilité d'effondrement systémique. Ça, je pense, c'est une prise de conscience qui est assez forte dans notre génération. D'ailleurs, lire le bouquin de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer, c'est hyper important aujourd'hui. J'ai pas osé l'acheter encore. Ouais, je me le note un peu aussi. mal. Après la 26e heure, ce sera ça. 25, c'est déjà pas mal. 1 heure en plus. Non, je pense que c'est des vraies questions en fait aujourd'hui, et nous évidemment ce qu'on fait, c'est ça s'intègre dans cette pensée-là malgré tout. Si on veut agir, c'est parce qu'en effet il y a un vrai warning aujourd'hui, notamment le réchauffement climatique, c'est quand même puis la crise énergétique, hein, qui est aujourd'hui via les énergies fossiles, c'est d'énormes enjeux en fait. Mais c'est justement pour ça qu'on fait ça, parce que nous on dit souvent, on a un petit slogan, c'est pour changer la planète, pour sauver la planète, commence à changer ton assiette. Pourquoi aujourd'hui on sait que tu dis ça rime, c'est le but d'un petit slogan. Et pourquoi on dit ça en fait, on sait aujourd'hui que 15%, c'est quand même ultra significatif, hein, des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'élevage intensif, donc directement dues à notre alimentation. Et c'est pour ça que changer son alimentation, ça, on voit tout de suite, c'est un impact fort sur les émissions de gaz à effet de serre. Et si on compare à d'autres enjeux du gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre, on sait que les deux autres enjeux, hein, c'est le transport principalement, et le chauffage 40%, transport 15%. Ah, sur l'échelle planétaire, c'est 40% de chauffage. Ouais, c'est énorme. C'est les maisons en fait, c'est toute l'habitation. Tout ça. C'est pas logique. Pas que les maisons, c'est gigantesque quoi. C'est gigantesque, ouais. Et quand on dit chauffage, je pense que c'est clim, toute la consommation. C'est ça, ouais. Il faudrait revoir. Alors, je suis pas un expert du sujet, encore une fois. Pour avoir une approche bien rationnelle, cherchez les sources sur Google, ne me faites pas confiance, mais et en fait on voit tout de suite que du coup le transport et le chauffage c'est des enjeux, mais à l'échelle individuelle c'est vachement plus compliqué, c'est faisable mais c'est plus compliqué d'avoir de l'impact, alors que honnêtement manger moins de viande, peut-être manger plus de viande, c'est pas infranchissable en fait, c'est à échelle individuelle c'est ultra faisable, c'est accessible à tous, et du coup c'est pour ça qu'on est convaincu qu'il va y avoir des gros changements là-dessus et qu'il faut essayer d'insuffler ces changements. Voilà. Donc, en fait, notre démarche s'intègre carrément à ces problématiques-là. Après, il y a des visions pessimistes de l'avenir, il y a des visions plus optimistes. Comme on n'a pas les données pour le savoir, moi, je suis pas capable de dire demain c'est foutu ou demain on va s'en sortir. Bah, si, par exemple, je crois à 40% que demain il y a une possibilité qu'on s'en sorte, bah, ça vaut le coup quand même de faire quelque chose. C'est clair. Voilà. Je pense que le raisonnement probabiliste dans l'avenir, dire qu'affecter une probabilité au fait qu'on s'en sorte, par exemple, eh ben, ça permet d'agir, en fait. De pas d'être anxieux. C'est l'éco-anxiété, je ne sais pas si vous connaissez, d'être trop anxieux en l'avenir. Et après, moi, j'ai envie de dire, effectivement, c'est d'après ce que disent les scientifiques qui regardent à très, très long terme, de toute façon, le système solaire va s'éteindre, la planète va s'éteindre, l'humanité va s'éteindre. Mais ça, c'est une affaire de apparemment 1 million d'années pour l'humanité, au max. Et après, ça se compte en milliards d'années. Donc, en fait, la question, c'est plus combien de temps et surtout comment, en fait. C'est comme quand on parle d'espérance de vie et d'espérance de vie en bonne santé, c'est deux choses différentes. Et j'aime bien cette idée-là aussi de aussi kiffer la vie et apporter ce qu'on a de meilleur à apporter, plutôt que d'être effectivement de rester cloîtré chez soi en se disant je consomme plus rien, comme ça au moins j'aurais pas plus pollué. Non, il faut trouver, comme tu dis, le juste milieu.
surfer sur cette vague et ouais, plutôt que d'être dans ces retranchements, parce que à trop y penser, on pète des câbles, quoi. L'idée, c'est vraiment Après, c'est pas maîtrisé, hein. Et c'est très difficile. En fait, c'est très difficile. Comme tu dis, c'est tellement complexe que on n'en sait rien. Peut-être que voilà, une technologie va prendre le dessus. Et en fait, aussi, ce qui est un truc intéressant, parce que sinon je pourrais partir dans tous les sens là-dessus, c'est que la résolution d'un problème en crée un autre. Peut-être de meilleure qualité, certes, mais un autre problème. Et c'est super intéressant. J'ai écrit l'année dernière un article sur la population mondiale qui augmente. Mais au bout d'un moment, quand les pays les plus pauvres auront un accès à la santé qui sera équivalent à celui qu'on a nous aujourd'hui, donc je parle dans des dizaines d'années, et ça devrait arriver, ça va arriver, qui aura la contraception, etc. La population mondiale, elle pourrait se stabiliser, voire baisser, ou en tout cas vieillir. Et voilà, c'est vraiment marrant de se dire, en fait, quand tu résous quelque chose, il y a une autre problématique derrière, et que c'est sans fin, en fait. C'est comme, tu sais, dans la nature, si tu tues, enfin, il y a trop de prédateurs, c'est pas bon, mais s'il y a trop de proies, c'est pas bon non plus. Et ça déséquilibre tout ce cycle de la vie qui est très fragile, finalement, en termes d'équilibre. Et comment, du coup, il y a un peu un conflit générationnel en plus en ce moment. C'était un peu un sujet d'actualité il y a encore quelques mois, enfin peut-être encore aujourd'hui, mais voilà, je pense exactement à ça. C'est quelque chose que toi, tu as ressenti quand tu parles peut-être. Est-ce que tu ressens des écarts de génération quand tu parles de ce que tu fais? Comment tu luttes contre ça, si jamais il y en a? Alors, je sais plus qui de vous deux évoquait le fait que c'est toi qui tes parents changeaient, évoluaient sur ces questions. En fait, la question du végétal, elle est quand même vachement partagée par toutes les générations. Pas à le même niveau peut-être. Il y a peut-être plus de réticence dans les générations un peu plus âgées. Mais globalement, elle est vachement partagée, je trouve. Et je pense qu'il y a quand même une prise de conscience globale et on a moins cet effet générationnel que peut-être pour d'autres sujets. Ouais. Ok. Est-ce que si je te dis insectes, qu'est-ce que ça t'évoque au niveau de l'alimentation? C'est solution Est-ce probable. Que tu vois ça comme une piste qui pourrait se développer? Ouais. Juste par rapport à ce qu'on fait nous en utilisant les légumineuses, et je vous disais qu'ils sont déjà vachement présentes en fait dans notre héritage culturel, notre culture gastronomique. L'insecte, on en est très loin. Donc c'est une probable solution, mais à plus long terme. Mais c'est cool de voir les initiatives là-dessus. Carrément, il y a des belles boîtes. J'ai testé une fois. Ouais, ça s'appelle Jiminy's. Il y a ça, comme Jiminy Cricket. Donc, niveau jeu de mots, on est pas mal. Mais moi, je crois aussi, de mon côté, c'est un peu ma conclusion, c'est quand je vois ces entreprises qui vraiment, comme tu dis, adressent des problématiques ou s'attaquent à des secteurs qui sont très vieillissants, on le voit, tu vois, les banques, les assurances, etc., où vraiment le système, il est complètement à démonter, à reconstruire quelque chose de zéro, enfin en tout cas avec les cendres de ce qui existait avant. Je me dis, quand le produit qui est le meilleur pour tous sera aussi moins cher ou plus abordable et sera vu comme cool, et ben c'est comme ça qu'on gagnera, en fait. Et quand je vois votre site web, là, il déchire. Là, je suis sur le site web, je suis abonné sur les réseaux sociaux. Je me dis, ouais, ça donne envie, en fait. C'est vraiment ça. C'est rendre sexy quelque chose qui ne l'était pas forcément, pour qu'en fait, naturellement, les gens se disent, ah bah, je vais dans le fast-food du futur, ou peut-être qu'on fera des burgers 100% végétaux. Et en fait, parce que vraiment, ce sera meilleur et plus cool que d'aller chez McDo. Ouais, c'est un enjeu marketing, ouais. Mais ça, c'est déjà bien compris par pas mal de boîtes comme nous qui, en fait, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on insuffle que manger végétal, c'est normal, en fait. Ouais. Ouais, d'ailleurs, ça l'est, pour le coup. Voilà, ça doit être en fait normal, ça doit être normalisé. Et ça doit être en plus attrayant. Ça doit être cool. Franchement, ce terme est parfait. On doit amener du cool, en fait, dans tout ça. Parce que c'est ça qui, de prime abord, donne envie. Après, voilà, que ça soit pas que réfléchif, que ça soit pas que parce qu'il le faut, machin, c'est bien. Non, il faut aussi que ça soit cool et que ça soit simple. Ouais, que c'est une normalité. Et d'ailleurs, on voit sur vos packaging, sont bien bossés. Sur le site, il y a des idées de recettes. Je crois à base de vos produits, c'est super on a des belles photos de produits qui donnent envie. Clairement. Mais il y a pas mal d'enjeux là-dessus. Ouais. Et peut-être pour rebondir, tu parlais d'ingénieur légumineuse. Et je vois que je vous ai pas expliqué un truc. Je vais prendre ma casquette d'ingénieur légumineuse. Et en fait, pourquoi nous on s'intéresse aux légumineuses et pourquoi c'est un ingrédient en fait d'avenir. Je vous parlais de l'intérêt agronomique tout à l'heure. En fait, les légumineuses ont une particularité, c'est qu'elles vont réenrichir les sols. Et c'est pour ça aussi qu'on fait la promotion et qu'on est impliqué dans la filière de légumineuses. Pour vulgariser, en fait, simplement, une culture de blé classique, pour pousser, elle va puiser des ressources dans le sol, de l'azote, pour pouvoir grandir. Et à l'inverse, les légumineuses ont une particularité, c'est qu'elles ont la capacité,
en poussant de capter l'azote atmosphérique pour le remettre dans le sol. Puisqu'il y a un dérèglement au niveau de l'azote, il me semble. Voilà, exact. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin de faire des fertilisants azotés. Ok. Avec les légumineuses, on peut s'en affranchir. Et c'est pour ça qu'il y a une promotion des légumineuses pour, par exemple, faire une année une culture de légumineuses, l'autre année une culture de blé. Parce que les légumineuses vont régénérer le sol en azote. D'accord. Okay. Je comprends bien pourquoi du coup il y avait ces grosses discussions sur le blé, parce qu'on dit ouais, on fait pousser beaucoup de blé. Ok. Quand t'es pas du milieu, t'es en mode ok, et alors on va faire du pain. On se rend pas compte. Mais du coup, c'est super intéressant. Ouais. C'est pour ça, franchement, être un acteur de la filière légumineuse, ça a de l'impact aussi. En fait. Ça a de l'impact au niveau agricole. Et au niveau de la santé, je crois que vous l'évoquiez dans votre jingle, du moins au début. On connaît tous le slogan manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais. Ok. Donc ça, c'est hyper admis. On comprend pourquoi, etc. Et ben, l'organisme de santé qu'on appelle le PNNS, qui a créé ce slogan il y a quelques années. En 2019, il en a fait un nouveau. Donc c'est quand même marquant. Tu vois, c'est un truc à écouter. On se dit qu'est-ce que c'est ? C'est manger au moins 2 fois par semaine des légumineuses. Trop bien. Donc en fait, ça montre qu'il y a un enjeu nutritionnel d'en manger en fait. C'est clair. Autant que manger 5 fruits et légumes par jour. Wow. Et ça, c'est parce que les légumineuses sont riches en fibres, riches en protéines végétales, etc. Donc, ingrédient à la fois bon pour les sols, mais aussi ingrédient bon pour la santé. Donc, franchement, allez-y. C'est gagnant à tous les niveaux. C'est clair. Alors, c'est sur 3W. Mais c'est génial parce que du coup, ça tombe déjà pile au bon moment pour vous. Et puis, ça pile dans le message que vous voulez aller. Et puis, tout à l'heure, tu parlais aussi d'éducation alimentaire, quoi. Parce que dans la restauration, c'est vrai que c'est l'occasion où tu fais goûter des plats que tu n'aurais peut-être pas forcément mangé toi-même ou là-dessus. Et je trouve que c'est un sujet qui est hyper vaste là-dessus, quoi. Ouais, l'éducation au goût. En fait, c'est par les nouvelles générations aussi que pourra s'amorcer d'énormes changements. Non, c'est clair. Non, je sais plus qui disait ça, mais il y a une citation autour de le vrai changement, ça arrive quand la génération qui était au pouvoir décède, quoi. En fait, une fois qu'ils sont tous partis, tant qu'ils sont là, tant qu'ils sont tout en haut des institutions, à la tête des pays, à la tête des grandes entreprises, ça bouge pas tout à fait. Mais quand les dirigeants seront les gens de notre génération, on va dire la génération entre les deux, nous on est quoi, les millennials, il me semble, et celle d'avant c'est la génération X, je crois. Y. Bref. Non, nous on est la Y. Enfin bref, on s'en fout. Mais en tout cas, il y a ça aussi, comme tu dis, je crois que les jeunes on a vu les marches pour le climat. Moi, j'y étais pas, mais là je commence vraiment à me dire, ah ouais, mais en fait. Je crois qu'en fait, parfois, on a honte aussi de se dire « Ah, je fais ça, mais en fait, j'ai l'impression que je le fais. Il y a une partie de moi qui a vraiment envie de le faire. Et de l'autre, je me sens jugé si je trie mon plastique parce que mes potes vont me dire « Mais qu'est-ce que tu fous ? On s'en bat les couilles et tout. » Mais en fait, moi, j'ai vraiment ça. Je suis déchiré. Ça devient cool il faut que ça devienne cool. Ouais, c'est clair. C'est ça. Parce que, je disais. Et en plus, le travail que vous faites, quand même, d'arriver dans les supermarchés, dans l'endroit finalement où on consomme le plus d'aliments, en fait. Alors que vous êtes 18, c'est quand même aussi un truc assez incroyable parce que souvent dans les grosses boîtes d'agroalimentaire, ils sont des centaines, des centaines, quoi. Donc ce que vous arrivez à faire à 18, c'est quand même quelque chose aussi qui est assez marquant et peut-être un peu propre aussi, je sais pas, à notre époque. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'on est une petite équipe pour faire tout ça. D'ailleurs, encore une fois, je les salue parce qu'on bosse quand même super bien et il y a une très très bonne synergie, ce qui nous permet d'être ultra réactifs, d'aller vite, de toucher énormément de monde en fait, que ce soit les restaurants et les magasins. Envoie-leur le podcast. Carrément, mais je leur dirai. C'est la philosophie de l'entreprise. Dans l'open space. On a creusé, on a des idées de slogans. Et voilà, en fait, en effet, on est très très opérationnel en fait. C'est vrai que ça fonctionne très bien. Si on continue à croître dans beaucoup de magasins cette année, c'est quand même l'objectif, qu'on soit dans le plus de magasins possible. L'équipe s'agrandira. Ça. C'est clair. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Emmanuel. Merci avec nous pour le truc de la semaine. Wesley, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Bon, le truc de la semaine. Eh bien, le truc de la semaine, c'est cool. Et 5 étoiles, c'est super cool aussi. Donc allez les mettre vraiment. Si l'environnement c'est important pour vous, au moins pour ça. La récupération politique de Wesley, je suis choqué quand même. Je l'aurais pas tenté, mais non, mais ouais, très bien. Et vous pouvez aussi en parler autour de vous. C'est une très bonne façon. Le bouche à oreille, avec ce qu'on appelle la low tech. Voilà, il n'y a pas besoin de. Tout à fait. Philippe Biwix. Forcément smart. Ouais. J'ai même un concept. Je vais le lire, il est bien. Il est bien, ouais. Ouais, très bien. On pourra le lire aussi. Concept, vous faites une soirée chez vous, vous allez acheter Harry & Co, vous faites cuisiner un petit peu ça, donc comme ça vous faites découvrir à tout le monde ce que c'est qu'Harry & Co, et en plus vous écoutez le podcast sur une chaîne IFI à côté, par exemple. Vous mettez des notes. Voilà, vous mettez le podcast Systémator en même temps, et du coup vous faites non seulement connaître Harry & Co et Systémator, et là la soirée, vous allez passer une très bonne soirée, je pense. Mettez-nous 5 haricots sur Apple Podcast. Allez, c'est parti, on va passer au truc de la semaine.
Alors Emmanuel, quel est ton truc de la semaine? Commence par toi. Alors, moi, je suis assez consommateur quand même de podcasts et de vidéos YouTube. Ouais. Je pensais que tu allais dire de viande, j'ai eu peur. J'aime bien les Ça serait gros steaks là. C'est la fin, il dit c'est bon, on a fini, allez, vas-y. Et Voilà. j'ai regardé un podcast que je connais depuis pas mal de temps déjà et ils en ont sorti encore un nouveau il y a pas très longtemps, qui s'appelle Axiom. Ouais. On va retrouver en fait 2 youtubeurs dessus. Monsieur Phi, qui est plutôt un aspect, je sais pas si vous connaissez, philosophie analytique, et Lee, de la chaîne Science for All, qui lui a plutôt une formation de mathématicien et qui parle de beaucoup de choses en fait. Et tous les deux, ils ont un super podcast où ils parlent de plein de sujets, de morale et d'éthique, de zététique, etc. Et le podcast, voilà, est super. Je le recommande. Il est encore peu regardé et il vaut le coup. Ok, trop bien. Et il le publie uniquement sur les plateformes de podcast? Lui aussi Alors sur moi, leur chaîne. ouais, sur YouTube aussi et sur les plateformes de podcast. Ouais. C'est quoi le nom, pardon, du coup? Axiom, Axiom. A-X-I-O. M-E. Trop cool. Ok. Bah écoute, on ira écouter ça. Carrément. C'est cool parce qu'effectivement, il y a pas mal de youtubeurs qui se mettent aussi à faire du podcast. Souvent, avant, t'avais les mondes, tu sais, qui étaient un peu séparés. Exact, ouais. T'as le podcast, c'était un peu hipster, quoi. Tu vois, genre, C'est ça. c'était un truc un peu d'entre soi. Et finalement, bah maintenant, ça se démocratise tellement que des podcasteurs font des vidéos Et inversement. et d'ailleurs. des youtubeurs font du podcast. Ouais. Ça, c'est assez rigolo. Ouais, c'est quel est ton truc de la semaine? Alors, mon truc de la semaine, c'est une nouvelle manière de m'organiser que j'ai trouvée. C'est le fait de. Alors, il y a 2 choses que je peux partager. Numéro 1, c'est que j'ai trié les applications de mon iPhone. J'en ai supprimé quelques-unes, notamment Instagram. Alors, j'ai toujours mon compte Instagram, mais j'ai supprimé sur mon iPhone. J'ai supprimé également YouTube et les emails. Et franchement, je me rends compte. Alors, Instagram, on le sait, c'est évident que ça fait perdre du temps. Moi, je me retrouve toujours à scroller, aller voir des meufs en maillot de bain et tout. Mais vraiment, je l'assume, tu vois. Mais là, je me dis, c'est vraiment, je suis perdant à tous les niveaux. Ça sert à rien. Ça déforme complètement la réalité. Bah, ça tue ma productivité, quoi. C'est pas que j'étais pas 40 fois par jour, mais le réflexe, c'était vraiment, je me voyais le faire. Tu prends le téléphone, le smartphone. Je pense que vous qui nous écoutez, forcément, ça vous parle, pour la plupart d'entre vous, en tout cas. Et vraiment, boum, on débloque et on va par défaut sur telle application. Ensuite, quand il y a pas Instagram, parce que ça m'est arrivé de le supprimer par le passé, il y avait YouTube. Tu vois, tu vas aux toilettes, tu regardes YouTube, une vidéo, et ça peut vite durer en fait plusieurs minutes, voire des heures. Et idem en fait avec les emails. Et ça, c'est beaucoup plus pernicieux, insidieux, exactement. C'est ça qu'on dit. Je crois que c'est ça, insidieux. Ouais, c'est insidieux. Ouais. Ouais, insidieux, c'est-à-dire que tu le vois pas venir. C'est traître. Parce que c'est mon Gmail pro, etc. Bah, tu regardais tout le temps. Là, si t'avais de nouvelles souvent, choses. j'allais voir, et le pire, c'est que je traitais même pas mes mails. Donc, en fait, j'allais voir des choses que j'avais déjà vues, pour la plupart. Donc, c'est vraiment, pour le coup, c'est du temps perdu, de l'énergie perdue, du focus, parce que tu vois, on a un capital focus, concentration et prise de décision à chaque début de journée, en tout cas après une période de repos, après une nuit. Et ça, je me rends compte que je le dépensais inutilement. Et depuis que je fais ça, ça fait quelques jours à peine, je sens un regain d'énergie, quoi. Donc, dans ma manière de travailler, et la chose qui est finalement connexe, c'est ce que j'appelle moi le batching. En anglais, le batching, ça veut dire to batch, c'est coupler des actions en une seule. Et ce que je fais, c'est que toutes ces choses-là, je m'interdis pas de les faire, hein, d'aller évidemment voir mes mails, aller sur YouTube, Instagram, mais je le fais à la fin de la journée, ou en tout cas pendant des périodes qui sont prévues à cet effet. Et j'utilise, alors avec Sébastien, on est des grands aficionados de Notion, hein, tu peux le voir ici, Manu. C'est ce logiciel, c'est un peu comme Evernote, si tu connais Evernote. Ouais. Mais voilà, là j'ai toutes mes notes, et j'ai un onglet spécial, enfin une note spéciale qui s'appelle choses à faire. Et dès que j'ai une idée de choses à faire, je vais la marquer dans une des catégories, urgent et important. Ouais, c'est une to-do. Ouais. Important et pas urgent, ou urgent et pas important. Mais c'est une to-do intelligente dans le sens où je sais ce que j'ai à faire dans mes journées, mon travail client, le principal. Et comme ça, pendant mes périodes de batching, justement, je vais aller cocher les cases. Et quand je vois que j'ai fini ce qui est urgent, important, là, je peux passer à la suite et organiser. Et ensuite, le fait aussi d'avoir, c'est ça, je ne vais pas trop développer là-dessus parce que je pense que ça pourrait vraiment faire l'objet d'un épisode, voire plus. Mais je pense que si beaucoup de personnes sont noyées sous leur to-do list, c'est que leur to-do list, elle reste figée plutôt que de la mettre en action. C'est-à-dire, quand tu as une idée de quelque chose, une vidéo que tu veux voir, par exemple, vraiment, c'est une vidéo d'1h30, vraiment le mettre dans l'agenda, en fait. Et se dire, dimanche, j'ai ma session vidéo. Moi, je le fais pas encore religieusement, c'est pas forcément l'idée, c'est de garder aussi une place pour l'imprévu, mais se dire, ok, si je veux vraiment regarder du YouTube et vraiment apprendre des choses, et c'est un kiff, tu vois, c'est cool, ou lire pendant longtemps, je me prévois pareil des créneaux
le week-end ou le soir ou quand je veux, entre midi et 2. Et je m'y tiens ensuite et je me dis, OK, là, je vais vraiment délibérément sur YouTube. Je crois que le pire, c'est quand on est entre plusieurs choses et c'est du temps où en fait, on fait rien du tout, quoi. On fait rien et en plus, on se sent mal. Donc là, c'est ça que j'essaie d'éliminer et c'est mon truc, mon gros truc de la semaine. Ok. Et du coup, tu les as supprimées, certaines applis de ton Ouais, téléphone? j'ai supprimé, ouais. Supprimé. Par contre, pas, j'ai toujours mon compte, par exemple, Ok. Instagram. Facebook, ça fait longtemps que j'ai plus. Tu vas via ton navigateur, du coup? Ouais, et c'est vrai que si j'ai vraiment besoin, bah en fait, non, mais je vais par contre sur mon ordi, du coup, Sur ton ordi, j'ai ouais. Facebook. Mais puisque sur mon ordi, quand j'y vais, je suis bien discipliné là-dessus. Quand je bosse, je sais que je bosse, j'utilise le cycle de travail, c'est très bien. Franchement, sur l'ordi, je suis très discipliné. Et Ouais. par exemple, hier, alors là, on enregistre le mardi, le 4 février, mais le lundi 3 février 2020, je me suis pas ouvert au monde digital avant, je crois, au moins midi. Ça veut dire qu'en gros, de 8h à midi, j'ai bossé. J'ai fait 4 heures de taf, pur taf client. Bah, ça change la vie, quoi. Parce que du coup, tu as plié ta journée, quoi, quasiment. Tu arrives à midi, tu dis, ah, c'est tranquille. Et l'après-midi, j'ai un peu bossé. Après, je suis allé voir quelqu'un le soir. C'est bien. Et moi, je voudrais plus de journées comme ça, tu vois. Là, ça se prête à ce que je fais en ce moment, mais dans l'idée, c'est. Et en plus, quand on va ensuite, tu vas sur Facebook et que tu vois que tu as 19 notifs et tout, bah, au moins tu dis là, il y a. Il y a un À intérêt la à y limite, ce être, pic ouais. de dopamine, il est. Comment dire Il est. Il est encore plus fort. Déjà, Un shot. il est plus fort et il est pertinent à avoir. Ouais. Tu vois, c'est comme si tu dis j'ai la trique, j'ai une érection, mais au moins la meuf, c'est une vraie et elle n'est pas photoshopée, tu vois. C'est un peu la même chose, tu vois. J'avais prévu ça, les Ça, métaphores de j'aurais pas Westfield. sorti ça dès le début, mais voilà. Sinon, pour les applis, pour ceux qui sont pas prêts à les supprimer, on peut se nudger. Par exemple, si tu as l'habitude d'aller beaucoup sur Insta. Ouais. Je sais pas si les gens connaissent ça. Moi, déjà, tu le mets pas en écran d'accueil pour pas éviter de le voir trop souvent. Mais tu peux le cacher aussi dans plusieurs dossiers successifs. Ouais. Par exemple, tu as besoin de cliquer Ah oui, ouais. Ah, tu 4 peux fois. faire plusieurs dossiers Ouais, tu peux faire dedans. Tu peux faire des sous-dossiers sur l'iPhone. alors déjà, moi, je le mets dans un dossier, mais que je mets à la deuxième page. Ça, moi, je le faisais déjà avant, mais j'y allais quand même. Ok. Moi, je trouve que ça aide pas mal quand même à Ouais, se tu vas nudger, un peu c'est moins. que Ouais. tu as besoin de cliquer 4 fois, par exemple, pour atteindre Insta. Et en fait, du coup, tu as 4 fois plus de chances de te dire non, c'est bon. Je clique Ça, pas sur j'avoue. Insta. Ça, j'avoue. Bah, le supprimer, c'est encore plus radical et plus efficace. Mais j'avoue que c'est vrai que parfois tu ouvres l'application et au moment où tu l'ouvres, tu dis ah merde, faut pas que j'y sois. Et je sais pas si ça vous arrive d'ouvrir le truc et de fermer tout de suite. Ça vous est sûrement arrivé. Et aussi, pour aller plus loin, au niveau de mon iPhone, j'ai redistribué, réorganisé les applis. Là, j'ai pas mon téléphone à côté, c'est un bon signe. Pour aller vers les choses que j'ai plus envie de faire aussi. Par exemple, avant j'avais Spotify. Alors je sais pas comment ça marche, c'est les moldus, mais pour les gens qui sont sur l'iPhone, on a 4 applications qui peuvent être jusqu'à 4 applications qui sont fixes en bas, qui sont figées. Et on a, typiquement, on peut avoir le téléphone, les messages, on peut avoir, je sais pas ce que vous avez. Moi, j'avais Spotify avant et l'appareil photo. Et à la place, maintenant, j'ai mis Notion, justement, pour mes notes. Donc, dès que j'ai une idée, boum, je vais dans Notion et je la note. Donc, ça fait travailler ce muscle. Et j'ai mis Audible, parce que j'écoute beaucoup de livres audio. Je lis aussi des livres papier. Mais du coup, par défaut, j'ai plutôt tendance à aller vers ça plutôt que vers Spotify. Et je peux toujours aller sur Spotify. Et ça, c'est bien. C'est des petits nudges, effectivement, pour c'est créer l'environnement pour que, comme tu dis, la chose qui était peut-être pas cool avant devienne la chose cool et tu sais qui va t'aider sur le long terme. C'est faire ce qu'on veut vouloir faire et pas ce qu'on veut faire. Celle-là, on va la garder aussi. Mais c'est vrai que je l'avais supprimé à un moment aussi, j'avais supprimé Instagram et j'avais senti vraiment du bien en quelque sorte. Mais maintenant, je suis un peu retombé dedans, quoi. Je suis replongé, les gars, c'est terrible. Mais un peu cette peur de louper quelque chose, quoi. Le FOMO, alors qu'en fait, non, parce que je l'utilise pas mal pour l'aspect social et voir, tel pote a mis telle story et tout ça. Et en fait, le fait de ne plus l'avoir, j'ai peur de louper ça et du coup, d'avoir peut-être moins de choses à te dire quand je vais voir cette personne ou oui, j'ai vu que tu as fait telle chose et tout. C'est vrai que je l'avais un peu moins à une époque, j'avais moins d'amis. Mais c'est vrai que c'est un pas qui est important, qui est très intéressant quand on le fait. L'expérience est très intéressante, mais j'ai tendance à revenir dessus quand même malgré tout. Je sais pas, c'est pas encore. Moi, j'utilise alors pour Instagram, pour quand même y aller, j'utilise depuis mon ordi, j'utilise Flume. Oui. Sur Maxi, si vous connaissez, c'est vraiment c'est une application qui vous affiche Instagram. Vraiment, vous avez tu peux voir à côté. Manu, tu as la chance de voir, mais il y a mon fil, il y a mes trucs. Je sais pas si on va avoir des trucs hot ou pas. Ah non, il y a Bruno Maltor dans le fil, donc ça va. Il y a Arienko surtout. Il y a Mr. Isaac. Il y a Arienko maintenant. Donc ouais, vraiment, en fait, c'est encore une fois pas être extrémiste et se dire je fais plus jamais ça, mais c'est de se dire non, je le fais de manière raisonnée
quand moi je l'ai vraiment décidé et pas quand mon cerveau reptilien se dit je veux du sucre. C'est trop ça. Trop bien. Et il reste un truc de la semaine, il me semble. Oui, alors avec mon équipe, j'ai commencé à me former aux analytiques de manière assez poussée. On a commencé ça hier. En fait, en général, il y a plusieurs phases dans le monde de l'analytique. Tu vois, c'est genre phase 1, tu traces rien du tout. Tu sais pas du tout qui vient sur ton site. T'as pas de pixel Facebook. Vraiment, t'as absolument rien mis en place sur ton site. Tu ne sais pas du tout ce que les gens font et où ils viennent et s'ils viennent déjà. C'est la première étape, quoi. Et après, t'as la phase 2 où tu commences à tout tracer, quoi. Genre le moins de clics, le mec qui a cliqué quelque part ou tu regardes même s'il a cliqué sur l'image qui n'est pas cliquable. Enfin vraiment, tu traces tout. T'as des tableurs Excel avec toutes les données entrées du monde. Tu vas sur Zapier, tu crées 150 automations et du coup, enfin voilà, t'en as partout. Et puis t'as la phase 3, quand tu décides d'y aller, c'est d'essayer d'être plus raisonnable et de commencer à essayer de comprendre pourquoi tu fais des analytiques finalement et ce que tu cherches à tracer. Et dans la formation, ce que le gars explique, c'est que t'as vraiment ce côté en fait, mon raisonnement, à la base, c'était de créer des sortes de templates d'analytiques pour les mettre en place pour mes clients et de faire tout le temps le même, en fait. Et des trucs tout bêtes, mais le gars dit non, en fait, pas ça. Le client, il a besoin d'informations les plus simples possibles, il a besoin que ce soit détaillé, il a besoin que ce soit graphique et qu'en un coup d'œil, il puisse voir les infos dès qu'il veut. Et pour ça, il faut choisir délibérément les informations que vous voulez vraiment avoir, celles qui sont vraiment clés, en ayant quand même du détail quand on a besoin, mais en sélectionnant vraiment tel et tel point. Par exemple, combien je dépense en pub, combien ça me coûte d'arriver, je sais pas, d'obtenir un prospect sur une liste email, vraiment d'avoir le détail sur chaque élément pour nous, pour l'optimiser, mais avoir cette double approche, quoi. Une approche front pour le client, que ce soit très simple, qui est l'info, est-ce que je gagne ou est-ce que je perds, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui est moins rentable, et une approche pour nous, pour optimiser pour le client quand on travaille pour lui. Et c'est vrai que ouais, c'est des trucs un peu bêtes. Je pense qu'on pourra faire un épisode un peu là-dessus quand on aura un peu développé ça. Mais ouais, je trouve qu'en fait l'analytique c'est quelque chose qui est hyper important. Ça nous aide énormément à améliorer nos produits, améliorer nos sites web, nos communications. Et c'est quelque chose, quand tu démarres et que tu sais pas trop comment faire, tu vas avoir tendance un peu à tout tracer, à pas trop savoir quelles infos faut-il prendre, comment on les met en page, comment on les met en place, etc., quoi. Voilà. Et puis aussi, l'idée aussi c'est de trouver comment les automatiser. Et en fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire sur un Google Sheet. C'est incroyable, quoi, de récupérer des données ou avec certains outils. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est un sujet qui fait assez peur au début quand tu te lances. Mais en fait, ouais, il y a pas mal de choses intéressantes à développer dessus. Donc, je pense que ça fera l'objet d'un épisode un jour. C'est bien, on enregistre un épisode, il y en a 4 derrière. C'est ça. C'est bien ça. En Merci fait, Manu aussi pour tout ce que tu as partagé. Liste d'idées. Comment vous gérez, vous, les analytiques un peu dans Rienco? Je suis pas bien au courant, mais c'est géré. Ouais, il y a Marion chez nous qui fait tous les réseaux sociaux et toute la com. Et d'ailleurs, elle a travaillé avec les Supernatifs. Là, on s'est rencontrés. Oui. Ouais, qui a d'ailleurs un podcast top que je recommande. Top. Tous les jours, Actu Social Media. Moi, j'écoute pas tout le temps, mais Marion écoute beaucoup. Ouais. On salue Marion si elle nous écoute. Carrément. Et justement, c'est elle qui gère justement tout ce suivi analytique. Et les Supernatifs l'a pas mal fait progresser sur ces questions. Ok. Et sur d'autres sujets, type sur les produits ou sur d'autres choses, vous avez des analytiques ou bien, ouais, il y a les métriques de vente, ouais. Ouais, d'accord. Depuis peu de temps, on a fait l'acquisition d'un CRM, donc qui nous permet de beaucoup mieux suivre sur le terrain qu'est-ce qu'il y a, les remontées terrain de nos commerciaux. On travaille avec une jeune boîte très sympa qui s'appelle Jacma, qui a développé un outil qui est beaucoup plus souple que ce qui se faisait jusqu'alors. Parce que les CRM, c'est vite Ouais, c'est vite très compliqué. Ils sont géniaux, ils sont hyper actifs. C'est vraiment. Ça s'appelle comment? Jacma? Jacma, ouais. Jacma, ouais. C'est qu'un Q. Un onglet de plus. Voilà, et du coup, nous, on peut beaucoup mieux suivre nos VMH, nos rotations, etc. Ok, donc, c'est top. Trop bien. Ok, bon, on arrive à la fin de ce Systémator. Merci beaucoup, Manu, de ta participation à cet épisode. C'est très intéressant, c'est un sujet qu'on n'a pas jamais pu couvrir, donc c'est top. Merci à toi aussi. Et puis, merci à toi, Seb. Yes, on se retrouve du coup lundi prochain, même jour, même heure. Si vous écoutez, on sort les épisodes le lundi matin à 6h du matin, histoire que voilà, si vous levez tôt, l'épisode est là. Voilà, donc c'est incroyable. Et puis n'hésitez pas, à interagir avec nous, www.systemator.tech, TECH. Vous avez tous les liens vers la chaîne YouTube, les différentes plateformes de podcast ou vers le Discord aussi pour rentrer en contact avec nous et puis rencontrer la communauté Systémator.
Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, fidèle au poste, si, t'as vu. C'est ça. Ciao. Salut. Ciao, ciao.